Bonjour à toutes et à tous, c'est Madame Midoun, maître assistant classe B nouvellement recrutée au Centre universitaire Mously Abdellah Tipaza et dans le cadre de la formation antique et pratique pédagogique fournie au profit des enseignants nouvellement recrutés. Permettez-moi de vous présenter cette vidéo relative au cours de méthodes et techniques de diagnostic en pathologie végétale. Selon le secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, en levant de la FAO, aujourd'hui, les cultures vivrières mondiales sont perdues à des valeurs allant de 20 à 40% à cause des problèmes dus aux ravageurs et aux maladies. Ces dégâts peuvent atteindre 14% et sont dus à des maladies des plantes, représente 220 milliards de dollars de pertes agricoles commerciales annuelles. Environ 83% des maladies sont causées par des champignons, 9% par des virus et des phytoplasmes et plus de 7% de ces pathologies sont dues à des bactéries. Comme vous pouvez voir sur les images ci-dessous, une large myriade de symptômes et de dégâts peuvent être causés par les pathologies des plantes. Et tout retard dans le diagnostic et de même l'incapacité à prendre des mesures de contrôle peuvent entraîner d'importantes pertes de récolte et une forte baisse de la qualité et de la quantité des produits. Comme vous pouvez voir sur l'illustration, des pertes de rendement atteignant jusqu'à 50% peuvent survenir chez la betterave sucrière en absence de traitement phytosanitaire et bien sûr en présence de pathogènes. Et de 40% de pertes peuvent être enregistrées chez le colza, 30% de pertes chez l'orge et le blé, et il est de même chez la pomme de terre. D'où l'importance de cette étape de diagnostic dans l'établissement de toute stratégie de lutte fiable et efficace contre les pathologies des cultures. En phytopathologie, le diagnostic représente une démarche qui opte pour l'observation, puis le raisonnement, qui va permettre à la fin d'identifier une maladie ou un désordre physiologique chez une plante ou une culture, ainsi que ses agents causaux, afin de déterminer le traitement approprié. Dans ce sens, quelques qualités sont nécessaires à un bon diagnostiqueur. Il doit avoir un très bon sens d'observation, c'est-à-dire pouvoir faire la différence entre les types de symptômes. Comme vous le savez, une nécrose, par exemple, diffère d'un flétrissement, ou bien d'une mosaïque, ou d'une gale, ou d'une chlorose. Donc, un symptôme typique peut nous orienter vers l'agent causal qui est derrière. De même, le diagnostiqueur doit être un bon détective, c'est-à-dire savoir poser les bonnes questions aux bonnes personnes, et ce, pour pouvoir collecter les données convenables et qui peuvent l'orienter vers l'agent responsable de la pathologie observée. Une autre qualité très importante qui doit se présenter chez le diagnostiqueur, c'est avoir l'esprit ouvert dans sa collecte de données, et ce, pour que tous les faits liés au problème puissent être collectés. On ne peut pas dire directement qu'il s'agit d'un tel ou tel agent causal sans bien chercher. Comme vous pouvez voir sur l'image, sur un même organe d'une plante, ici une feuille de tomate, on peut observer plusieurs types de symptômes. Nous avons le symptôme typique de la septoriose, représenté par ces taches annulaires nécrotiques ayant un centre de couleur claire et entouré par des chloroses. Il y a aussi une gale qui peut être due à une mineuse, un insecte. Comme on peut observer,
un flétrissement unilatéral. Donc, la cause multiple d'une pathologie est fort possible. Donc, on ne peut pas écarter tel ou tel agent causal sans avoir collecté assez de données. Et à la fin, en collectant les données et en cherchant et en posant les bonnes questions, le diagnostiqueur il doit être capable de réduire le problème en quelques possibilités, c'est-à-dire va procéder par élimination. Au début, il y a plusieurs agents causaux potentiels et à la fin, on va se trouver avec quelques possibilités seulement. Les données nécessaires à l'établissement d'un diagnostic peuvent être soit des données relatives à la plante cultivée ou bien des données relatives à l'itinéraire technique et au site. Pour collecter des données relatives à la plante cultivée, on démarre du concept « sachez ce qui est normal » pour détecter la normale. Je m'explique. Chaque espèce végétale a des habitudes de croissance, des couleurs et des taux de croissance particuliers en fonction du stade phénologique, du cultivar et de son comportement vis-à-vis de son environnement. Par exemple, chez certaines espèces ornementales, une coloration de feuillage est très normale et on peut l'observer à l'état naturel de cette espèce. Comme vous pouvez voir, il y a des espèces ornementales avec des feuillages de couleur verte, jaunâtre, rougeâtre. Il y a d'autres qui ressemblent à des symptômes de mosaïque, à des symptômes de chlorose. Ceci peut induire un diagnostiqueur peu expérimenté en erreur. D'accord? Un autre exemple sur le comportement d'une espèce végétale ou bien d'un cultivar d'une espèce, c'est la sensibilité ou bien la résistance des cultivars envers des pathogènes donnés. Ici, on cite l'exemple des variétés de pommes de terre à gauche de couleur rouge, à savoir la Sarcomera, qui présente une très bonne résistance au mildiou de la pomme de terre, que ce soit le mildiou du feuillage ou bien de tubercules, chose qui est absente chez la variété très connue, très cultivée en Algérie, à savoir la variété à peau blanche Sponta. Un autre exemple sur le comportement variétal vis-à-vis des agents pathogènes est celui de la rouille de tige de blé causée par le champignon Puccinia graminiscens spécial qui est ici, et par rapport auquel divers cultivars de blé présentent différents degrés de sensibilité aux différentes races de ce champignon, c'est-à-dire le cultivar, par exemple, X, est sensible à la race A et résistant à la race B, et ainsi de suite pour d'autres cultivars. Donc, il existe une spécificité de comportement entre le cultivar de blé et la race du champignon pathogène. On peut aussi citer l'exemple des variétés de tomates ayant le fond génétique de type Better Boy et qui sont généralement résistants aux nématodes agaces, c'est-à-dire les espèces de nématodes appartenant au genre Mélodogyne, alors que les variétés de tomates ayant comme fond génétique le type Rogers sont plus sensibles à ces nématodes. Par conséquent, et à travers cette information, on peut écarter ou bien confirmer les nématodes comme étant la cause d'une pathologie ou d'un symptôme donné. Maintenant, on passe aux données relatives à l'itinéraire technique et au site. On comprend par l'itinéraire technique les différentes pratiques agricoles adoptées par l'agriculteur tout au long de la culture. Et ceci pour comprendre
paramètres relatifs à l'assolement, à l'établissement de la culture, telle la date de semis, les travaux du sol et le système de semis. Aussi, ceci peut comprendre les traitements phytosanitaires appliqués en sachant les matières actives, les doses, les méthodes et les dates d'application. Tout de même, on doit avoir une information sur les engrais apportés à la plante, que ce soit les engrais minéraux bien organiques, ainsi que les différents types d'amendements. Un autre paramètre à prendre en considération en collectant des données relatives au site est le type de sol et ses caractéristiques physico-chimiques, c'est-à-dire le pH, la texture et la structure de notre sol. Aussi, on doit avoir une idée sur le relief qui règne dans la région, ainsi que la distribution topographique des plantes malades à l'intérieur de la parcelle, ainsi que l'emplacement de la parcelle dans la région où elle se trouve. Tout de même, on doit avoir une idée sur le climat, c'est-à-dire les conditions météorologiques qui règnent et qui entourent notre plante cultivée. En collectant ou bien en évoquant ce type de données, on touche à la fin de cette vidéo et à la fin du premier chapitre intitulé Introduction. Et pour ceci, je vous remercie de m'avoir prêté attention et à la prochaine.